Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Romain Marek. Il est vice-président étudiant et vie étudiante à l'université de Rennes 2, je précise pour l'Union Pirate. Il est venu jusqu'à nous ce matin pour être en direct dans la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors on va parler ce matin de l'actualité, en règle générale de l'actualité politique aussi, et de la vie étudiante. On en parle beaucoup sur cette antenne. On va parler de Rennes 2, puisque vous êtes à Rennes 2. On va parler de la condition étudiante, mais juste avant, j'avais envie d'évacuer, si vous me permettez, une question concernant la situation aujourd'hui à Rennes 2, situation politique, où l'on entend beaucoup d'étudiants se plaindre d'être agressés, on recevait il y a quelques jours un représentant de l'Uni qui n'avait évidemment pas le même discours, j'imagine, que celui que vous allez avoir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment une terreur à Rennes 2 ou c'est une vue de l'esprit? Alors, c'est plutôt une vue de l'esprit on va dire que je suis un peu étonné que l'Uni parle de ça, puisque l'Uni n'est pas présente à Rennes 2. Je pense qu'ils font plutôt allusion au climat rhénan et aux alentours et au débordement qu'il y a pu y avoir lors de certaines manifestations. Alors après, effectivement, il peut y avoir des oppositions à Rennes 2 sur la position, et notamment sur le fait que les syndicats et les syndicats de gauche en général prennent beaucoup de place à Rennes 2, qui est historiquement, on va dire, un centre névralgique de la gauche étudiante. Donc ça m'étonne pas tant que ça. Et puis voilà, il y a aussi un glissement au niveau national des lignes politiques qui peuvent se confronter aux aspirations étudiantes ou non et au positionnement des syndicats qui sont présents, quoi. La grande politique, si j'ose dire, influe sur la politique à la porte des amphithéâtres. Bien sûr, déjà cette année, j'imagine que vous le savez, mais il y a eu des mouvements sociaux à Rennes 2 et en France en niveau général, dans les universités, sur la question budgétaire, notamment avec des baisses drastiques dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi dans l'éducation, globalement tous les services publics. Et donc, de fait, ça influence ne serait-ce que la qualité de l'enseignement, la qualité de l'éducation en général, puisque il peut y avoir des réductions de postes, des baisses de capacité d'accueil pour les étudiants. Là, actuellement, dans le projet de retour à l'équilibre financier de Rennes 2, il y a une 50aine de postes qui comptent être gelés. Donc, c'est-à-dire, en gros, une 30aine de professeurs en moins, une 20aine de personnel administratif, technique, etc. en moins. Donc, c'est tout ça de moins pour permettre un meilleur enseignement, des meilleures conditions de vie pour les étudiants, un meilleur suivi, etc. Donc c'est sûr que ça a une influence. Et puis après aussi, il ne faut pas non plus être naïf. Les universitaires et les étudiants vivent dans le monde en général et dans la France comme tout le monde. Donc toutes les questions, tous les polémiques qui traversent la France traversent aussi la question étudiante. C'est logique. Alors, sur les moyens, parce qu'on parle beaucoup d'économie budgétaire aujourd'hui, vous avez presque commencé à répondre à ma question, mais c'est intéressant de pouvoir développer autour de ça. On voit qu'aujourd'hui, on va demander des économies. En tout cas, le gouvernement souhaite demander des économies aux Français et dans différents domaines. L'éducation n'échappe pas à cette réduction, on pourrait le dire comme ça, drastique des budgets. Ça va influer sur la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, on se bat pour avoir une université française à la hauteur et qui se maintient dans le peloton de tête au niveau international. Ça va avoir une influence sur la qualité d'éducation. Ça, c'est évident. De toute façon, on voit aujourd'hui que il y a souvent des critiques sur le fait que le niveau des étudiants baisse au collège, au lycée, à l'université, etc. Mais c'est aussi la conséquence du manque de moyens pour les professeurs, d'accompagner, etc. Aujourd'hui, à Rennes 2, la majorité des départements sont en surservice. Certains font 2 fois le nombre d'heures qu'ils sont censés faire. Donc ça a un impact négatif sur l'enseignement, parce que les professeurs sont surchargés, ils ont trop d'étudiants à charge, etc. Mais aussi sur la recherche. Et effectivement, l'université française a cette double casquette d'enseignement et de recherche. Or, si l'enseignant se concentre sur l'activité d'enseignant et puis sur l'activité de recherche, il pratique moins la recherche. Bon, après, je sais aussi que la recherche en sciences sociales, on va dire, est plus décriée que la recherche en sciences dites dures. Et donc, ça pose moins de problèmes, on va dire, au gouvernement de ces conditions d'enseignement pour le personnel universitaire, qu'il se concentre sur la question de l'enseignement. Mais effectivement, in fine, c'est sûr que ça va avoir une influence là-dessus. Après, sur la question du classement au niveau national, au niveau international, on va dire que pour nous, c'est un peu une fausse question, parce que en fait, la classification est faite selon des critères spécifiques. Et en fait, si on classifie d'une autre manière, en fait, les classements pourraient être totalement revus. Donc voilà, en tout cas, l'Union Pirate, notre vision, c'est la démocratisation de l'enseignement supérieur. Et donc, on préfère avoir
on va dire, une université de Rennes 2 avec, on va dire, un classement qui est plus faible que, par exemple, l'université américaine, mais qui est gratuite ou quasiment gratuite pour les étudiants. Voilà, c'est en tout cas la vision qu'on a. Donc après, effectivement, sur la question de l'éducation, on va dire, je voudrais pas hiérarchiser les besoins, parce qu'effectivement, l'hôpital public qui souffre, bon bah voilà, c'est des gens qui meurent, c'est des gens qui sont pas soignés, voilà, et donc on va dire la santé c'est le premier bien qu'on a, mais le second c'est quand même l'éducation, parce que des gens formés, c'est des gens aussi qui réfléchissent mieux, qui sont mieux dans leur peau, dans leur citoyenneté, on va dire, et surtout l'éducation c'est l'avenir du pays, donc on va dire sur une vision long terme, réduire les financements de l'éducation, que ça soit dans le secondaire ou dans le supérieur, c'est courir à la catastrophe, quoi. Vous parlez de gratuité de l'université, de l'enseignement aujourd'hui en France. On sait malheureusement qu'il y a une grande précarité aussi dans le pays, avec des étudiants qui n'arrivent pas à aller plus loin dans leurs études parce que ils n'arrivent pas à se loger, ils n'arrivent pas parfois à manger, ils dorment dans leur voiture. Il y a eu le cas à Rennes, vous pourrez m'éclairer là-dessus, nous éclairer là-dessus. Mais aujourd'hui, il y a une condition étudiante qui s'est dégradée, on le sent. Comment étudier dans de bonnes conditions, comment évoluer dans sa vie étudiante si finalement on n'a pas le minimum? C'est très compliqué. En fait, on sait qu'il y a une bonne partie des étudiants qui travaillent à côté, et on sait aussi que le taux de réussite des étudiants qui travaillent en plus de leurs études chute drastiquement. Donc, on ne peut pas conduire finalement des études et avoir un travail à côté, c'est trop difficile. C'est possible, c'est toujours possible. Hein. D'ailleurs, il y en a qui réussissent. Mais ce qu'on sait, c'est que statistiquement, les chances de réussite baissent. Donc après, il y aura toujours des exceptions entre guillemets, et des gens qui diront voilà, moi je l'ai fait, j'ai réussi, mais la question c'est aussi si ces personnes qui ont réussi n'avaient pas travaillé à côté, peut-être qu'il aurait eu aussi des résultats largement supérieurs, peut-être qu'il aurait pu avoir un master différent qui demandait, puisqu'il aurait pu être mieux classé, peut-être qu'il aurait pu aussi partir à l'étranger, parce que aussi la réalité c'est que les étudiants les plus précaires bénéficient plus difficilement d'Erasmus, puisque c'est pareil, il y a aussi un engagement économique, on va dire. Il y a des bourses, mais ça ne suffit pas forcément systématiquement. Il y a le transport à payer, donc selon le pays dans lequel on va, ça coûte plus ou moins cher. Donc il y a toutes ces problématiques-là. Mais surtout, effectivement, sur la problématique du logement, la problématique du logement, en tout cas à Rennes et en Bretagne en général, ça va au-delà en fait de la question économique, parce que même des étudiants entre guillemets qui auraient pas forcément de problème économique sont en difficulté pour trouver des logements, parce qu'en fait c'est un problème d'offre plus qu'un problème de prix, même si effectivement le problème de prix est démentiel. Et pour en avoir discuté plusieurs fois avec la personne en charge du suivi on va dire étudiant au niveau de la solidarité à l'université de Rennes 2, plusieurs fois elle a entre guillemets elle avait eu connaissance de logements qui étaient libres, mais qu'elle avait refusé de proposer à des étudiants précaires puisque le logement était hors de prix. C'est-à-dire que c'était des colocations à 600 € la chambre, ce qui est complètement indécent. Et donc voilà, c'est plusieurs problématiques qui s'entremêlent. Et effectivement, vous parliez d'étudiants qui dorment dans des voitures, etc. Nous, on a eu une militante de Lyon Pirate qui a dormi dans un camping-car au camping pendant peut-être 3-4 mois avant de trouver un logement. Et ce logement, elle a trouvé parce que son cas a été médiatisé dans les journaux. Et donc, ça a été aussi plus facile là, ensuite, entre guillemets, de capitaliser là-dessus, même si faut pas non plus pousser à ça non plus. Mais voilà, en fait, c'est un presque du cas par cas. On arrive à régler un problème par-ci, un problème par-là, en passant des heures et des heures, mais en fait, structurellement, le problème n'est pas résolu, quoi. Justement, il faudrait plus de moyens, il faudrait alors ça fait un petit peu particulier de le dire comme ça, en pleine période de restrictions budgétaires, mais plus de moyens pour l'université. On pense justement au logement, vous avez pointé du doigt le problème du logement, mais aussi il y a la précarité psychologique des étudiants. Alors, ça revient un petit peu sur le devant de l'actualité avec ce qui s'est passé, alors même si c'était un lycéen, pas un étudiant, qui a poignardé à nos gens cette surveillante. Il y a une fragilité aujourd'hui psychologique des jeunes en règle générale, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur, et il faut avoir ça à l'esprit, il faut travailler là-dessus aussi. J'ai l'impression que la question de la santé mentale est plus globale que seulement la question des jeunes. La France est un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Voilà, là je ciblais sur les jeunes, mais bien sûr, plus largement. Moi je pense que c'est un problème systémique au niveau... toute période d'âge confondue. Effectivement, on a beaucoup parlé de la santé mentale chez les jeunes suite au Covid, etc., avec beaucoup de personnes qui s'en sont plaints. Aussi, effectivement, le fait de... En général, les étudiants n'ont pas forcément de famille proche, ils ne vivent pas forcément tous en colocation, donc effectivement, la solitude pèse beaucoup plus, on va dire,
fortement. Et la précarité économique aussi empêche ces étudiants, ou en tout cas limite les sorties, que ce soit je sais pas, au bar, les sorties culturelles, au musée, au cinéma, etc. Ce qui permet de décompresser, tout à fait, ouais. Ou de rencontrer des gens en tout cas. Et donc voilà, on sait effectivement la solitude pèse sur les étudiants. Donc voilà, effectivement, c'est vrai que c'est un enjeu assez important. D'ailleurs, le service de santé étudiant de Rennes 2, on va dire, passe plus de temps, on va dire, à régler, ou en tout cas à accompagner des étudiants pour des problèmes de santé mentale que pour des problèmes de santé physique, ce qui aussi pose question. Donc effectivement, après, nous, on a l'habitude de dire que tous les problèmes entre guillemets sont imbriqués, parce que effectivement, un étudiant qui est stressé parce que il sait pas s'il va trouver un logement pour l'année suivante, il sait pas s'il sera accepté au Crous, il sait pas si il aura de quoi manger, etc. Tout ce stress qui devient quasiment chronique en fait, conduit à une santé mentale dégradée aussi. Donc voilà, ça. Alors, c'est. On met plus la pression aujourd'hui sur les étudiants. La vie en règle générale ou la société en règle générale met plus la pression aujourd'hui. Il faut trouver un travail, il faut pouvoir évoluer dans la société, faut trouver sa place finalement dans une société qui est beaucoup plus compliquée qu'il y a encore quelques années. Je sais pas si autant évolué que ça, en fait c'est très compliqué pour nous d'avoir du recul entre guillemets en tant que jeunes, puisque en fait on est là depuis assez récemment, donc ne serait-ce que sur l'évolution de l'université en général, en fait on a des retours entre guillemets des anciens, on peut aussi se baser sur l'histoire et sur des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, sur la question du marché du travail, on sait aujourd'hui qu'il y a une flexibilisation énorme, qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, que la question on va dire de la sécurité de l'emploi, des conditions de travail ont été assez dégradées depuis quelques années. Donc effectivement, on va dire, on n'a pas particulièrement confiance, on va dire, en l'avenir sur cette question-là. D'autant plus que récemment, l'âge de départ à la retraite a été augmenté. Donc on va dire, c'est assez déprimant de voir l'avenir pour nous. Donc c'est aussi pour ça peut-être qu'il y a beaucoup de politisation de la part de la jeunesse, de mobilisation sur ces questions-là. L'engagement politique, finalement, c'est l'espoir pour les étudiants de faire évoluer les choses peu à peu en cheminant dans la vie. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les étudiants et la jeunesse en général est l'avenir. Donc en fait, convaincre des étudiants d'un projet politique radical, de transformation, c'est aussi, entre guillemets, garantir une stabilité de cette politique-là ou de cette vision politique-là. Donc c'est on va dire, c'est un choix militant d'essayer de convaincre la jeunesse. D'autant plus que cette jeunesse est aussi peut-être plus réceptive à une partie des problématiques, puisqu'elle en subit beaucoup, donc à savoir la question de la solitude, la question de la difficulté à trouver un logement, la question de la difficulté économique, l'éloignement de la famille, toutes ces questions-là, effectivement, les étudiants en font face. Et puis il y a aussi effectivement toute la question aussi de la découverte entre guillemets d'un monde avec pour les gens qui sont à l'université en tout cas, une pluralité d'opinions, une pluralité de sujets de recherche ou d'enseignement. Il y a toujours le débat aussi au sein de l'université, débat politique. On entend beaucoup d'étudiants qui disent oui, aujourd'hui, alors c'est plutôt la gauche qui mène le débat. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Et on n'arrive plus à débattre, ce qui arrive parfois à des situations conflictuelles. Est-ce qu'il faut réinstaurer finalement le débat dans l'université? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Il y a toujours des débats dans l'université. Après, nous, la vision aussi qu'on a et qu'on porte à l'Union Pirate, c'est aussi une vision un petit peu conflictuelle de la politique, à savoir les arrangements, les petites négociations. En fait, ça apporte pas forcément beaucoup d'avancées. Après, il y a aussi une difficulté qui est que à l'université, on va dire, l'université a peu de marge de manœuvre, en particulier là à Rennes 2 cette année avec des problèmes budgétaires. C'est aussi compliqué de faire pencher drastiquement la balance d'un côté ou de l'autre. Mais au niveau national, il faut avoir des exigences fortes et des exigences assez radicales pour essayer de faire avancer les choses. Donc moi je trouve qu'à l'université, il y a un débat. C'est vrai que après, à nous, à Rennes 2, on est aussi dans un spectre particulier qui est qu'on est une université de sciences humaines et sociales. Donc on n'a pas non plus... on va dire toute la diversité de sciences qui est représentée, même si c'est quand même assez largement représenté. Mais voilà, on n'a pas les sciences de la vie, on n'a pas les sciences de la chimie, de la physique, des mathématiques, on n'a pas la philosophie, etc. Donc c'est sûr qu'effectivement, ça réduit un peu effectivement le champ du débat sur des questions. C'est pareil, des questions tout à fait intéressantes sur la bioéthique, toute la question du droit à mourir par exemple. Des expériences sur les animaux, etc. Nous touche entre guillemets un peu moins, puisque on n'a pas, le campus de santé est situé sur l'université de Rennes.
les campus de sciences de la vie, les départements de sciences de la vie aussi. Donc voilà, c'est vrai que on n'a pas forcément tous ces débats-là, mais en tout cas, ils sont moins présents dans les enseignements, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas lieu, on va dire, entre les étudiants et les professeurs ou entre les étudiants tout court, quoi. Avec aussi des grandes préoccupations. On dit aujourd'hui que les jeunes s'engagent en politique ou s'engagent pour de grandes causes. Alors, la grande cause actuellement, c'est l'environnement. Est-ce qu'il y a une préoccupation aussi des étudiants que vous êtes, alors je dis vous, hein, je prends le nombre, de l'avenir, justement, en termes d'environnement et comment changer peut-être la donne? Parce que là, on voit aujourd'hui qu'on vous laisse un monde, alors je dis on vous laisse, je parle des générations précédentes, j'en fais partie, on vous laisse un monde quand même qui est pas spécialement très idyllique. Non, c'est sûr. Après, c'est un sujet qui reste important. C'est aussi, on va dire, moi je suis né en 2000, donc moi j'ai vu la vague entre guillemets avec les marches pour le climat, les grèves pour le climat, etc. Du coup, Greta Thunberg qui est devenue une icône à la période où moi j'étais au lycée. Donc c'est sûr que moi j'ai aussi une forme de poétisation par l'écologie. Je pense qu'on est beaucoup de ma génération à avoir vécu ça. Donc c'est sûr que ça reste on va dire un élément politique important dans ma structuration politique. Après, au niveau de l'université, ce que j'ai dit tout à l'heure, parmi les marges de manœuvre sur lesquelles on a peu de marge de manœuvre, il y a la question de l'écologie, puisque il y a les espaces verts, etc. Mais on va dire, on peut développer les mobilités douces, etc. Mais c'est vrai que c'est pas une politique. Il faudrait une politique au niveau municipal, départemental, régional, national, etc. pour mieux développer ça. Moi, je suis un peu aussi déçu que ce sujet-là ait un peu disparu de la scène politique nationale depuis quelques années. Aujourd'hui, il y a la question de Gaza qui prend un peu de place, et c'est normal. On va en dire un mot. Voilà. Mais on va dire que l'écologie a disparu depuis largement avant la question de Gaza. Là, il y a le sommet des océans avec le président de la République et plusieurs dirigeants qui se sont exprimés en tirant la sonnette d'alarme. C'est bien, mais c'est tardif selon vous? Surtout, est-ce qu'on peut toujours faire confiance à des engagements de ce type-là? Il y a eu les COP, il y en a une à Paris qui s'est engagée sur 1 degré maximal. On voit que c'est pas du tout respecté. On voit que les États-Unis se sont retirés. En France, on ne suit pas la trajectoire qui était prévue. Donc en fait, c'est des engagements qui n'engagent que ceux qui y croient, on va dire. Et on attend plus que des mots. Alors après, je veux pas non plus critiquer la démarche. On attend de voir aussi ce qui en ressortira. Mais on n'a pas particulièrement d'espoir drastique là-dessus, quoi. D'autant plus que là, aujourd'hui, il y a, on va dire, une guerre commerciale qui voit le jour, on va dire, entre la Chine, entre les États-Unis et tout le monde globalement, mais surtout entre la Chine et les États-Unis. Et donc, on va dire, la course aux ressources dans les océans va sans doute pas être réduite par ce climat un peu anxiogène de guerre commerciale. Donc, je n'ai pas beaucoup d'espoir en tout cas là-dessus, mais bon, ça reste un sujet de préoccupation et ça reste un sujet qu'on essaie de mettre sur la table assez régulièrement. Alors justement, vous parlez des États-Unis. On a entendu, là encore, le président de la République, il y a quelques semaines, tendre la main aux chercheurs, aux étudiants américains qui, pour moult raisons, ne peuvent plus étudier chez eux. C'est une bonne idée d'accueillir d'autres étudiants dans les universités françaises parce qu'ils ne peuvent plus finalement étudier chez eux. Je vais pas m'opposer à ça. Ça fait partie de la politique que nous mène, l'accès à l'enseignement à tous et toutes. Mais je trouve ça partiellement caricatural. C'est un peu démagogique, ça. Bien sûr. Il coupe les financements de l'enseignement supérieur et après il demande d'accueillir les chercheurs à l'étranger. On n'est pas contre, mais il faudrait encore pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Donc là, le sujet principal, c'était la question des chercheurs. Donc effectivement, tous les universitaires seraient ravis d'accueillir des chercheurs. On sait qu'aux États-Unis, il y a des très bons chercheurs. Une des raisons, c'est qu'ils sont assez bien payés, contrairement en France. Les Français voulaient, en tout cas en un certain temps, aller aux États-Unis parce qu'ils étaient précisément mieux payés. Tout à fait, mais il y a d'ailleurs de bons chercheurs français qui y sont en informatique, en économie, en sociologie. Historiquement d'ailleurs, il y a toujours eu, donc voilà, il y a on va dire un fort lien entre l'enseignement supérieur aux États-Unis et l'enseignement supérieur français. Mais bon, c'est particulièrement cynique de demander d'accueillir alors qu'il coûte les financements. Et donc voilà, il a débloqué des fonds pour pouvoir accueillir ces chercheurs-là. Mais est-ce que ces fonds sont pérennes? Est-ce que c'est spécifique juste pour ça? Est-ce qu'il y a aussi des maquettes de cours, de formation qui peuvent s'adapter à ça, ou alors est-ce qu'il faudra tout rechanger? Donc il y a beaucoup de questions, et je pense que cette question, il faudrait la poser à des universitaires et à des directeurs du FR, des directeurs de formation, des présidents d'université. Mais
pour en avoir discuté avec le président de l'université de Rennes 2, on va dire qu'on n'a pas pris ça à la blague, mais en tout cas, c'est assez mal perçu ce double discours. Demander de faire plus d'efforts et de couper les financements, quoi. Voilà, là aussi il y a une posture politique. Là on voit une montée un petit peu partout en Europe et dans le monde. On citait Donald Trump à l'instant, mais une montée des populismes, d'une forme de conservatisme aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous, étudiants? Est-ce que c'est quelque chose, là encore, hein, on rentre dans la politique, mais qui vous amène aussi à militer contre cette montée des populismes? Bah, bien sûr, c'est vrai que c'est toujours plus difficile de militer, de porter, on va dire, un discours radical de gauche dans un contexte conservateur, voire fasciste dans certains pays. Donc, nous, notre vision, c'est que plus il y aura un glissement vers le fascisme ou vers le conservatisme, et plus les difficultés de militer, plus la répression sera élevée pour des gens comme nous. On sait très bien que parmi les premières personnes qui sont visées par des gouvernements fascistes, etc., sont les minorités, les syndicats. Donc voilà, on se sent particulièrement visé pour ces raisons-là, quoi. Donc voilà. Avec aussi des grandes préoccupations. Je disais qu'on dirait un mot sur Gaza tout à l'heure. Vous avez cité Greta Thunberg qui était sur ce bateau qui s'est rendu dans les eaux presque territoriales israéliennes, qui a été arraisonné par l'armée israélienne, dont on sait que un militant est en grève de la faim, un militant brésilien. Les autres n'ont pas voulu rentrer en France ou dans leur pays respectifs. Greta Thunberg est rentrée, elle, en France et va regagner son pays. Est-ce que pour vous, ça a été une bonne chose de pointer du doigt ce qui se passe à Gaza via cette opération qui a été souvent décriée comme une opération de com'? Tout ce qui peut mettre en avant ce qui se passe à Gaza est le bienvenu, c'est évident. Sur la question de l'opération de com', effectivement, ça a été assumé dès le départ que l'idée c'était de mettre en avant médiatiquement cette opération pour mettre en avant ce qui se passe et surtout au-delà de ce qui se passe à Gaza, aujourd'hui tout le monde est au courant, mais aussi de mettre en avant la question du blocus humanitaire qui est mis en place presque depuis le début en fait. Donc l'idée effectivement ça a été reconnu tout de suite, c'était médiatique, mais il faut pas non plus nier le caractère on va dire émotionnel et politique qu'avaient ces personnes-là. On sait très bien que Rima Hassan est engagée dans cette cause depuis le début, puisque c'est elle-même une personne concernée. Donc voilà, il faut pas non plus minimiser cette question-là. Ensuite, sur la question de Greta Thunberg, on a appris que pour partir, il fallait signer un papier qui disait qu'on était rentré illégalement sur les eaux territoriales israéliennes. Je rappelle quand même que Gaza n'est pas un territoire israélien, et donc de fait, les eaux territoriales devant Gaza ne sont pas des eaux territoriales israéliennes. De plus, ils ont été arrêtés en eau internationale, ce qui pose de problème. Mais bon, la question de... Il y a un petit problème juridique, parce qu'il y a un traité, a priori, qui autorise... Donc voilà, alors, je n'ai pas le traité sous les yeux, donc je... moi non plus, mais en tout cas, voilà, il y a un flou au minimum, et voilà, moi je pense que c'est un scandale à plusieurs lieux. Déjà, ce sont des représentants, enfin en tout cas pour Rima Hassan, c'est une représentante d'un pays auprès de l'Union européenne. Ensuite, c'est pour des raisons qui sont totalement contraires au droit international, puisque c'était pour des raisons humanitaires qu'ils y allaient. Donc voilà, en plus ils sont détenus illégalement. Enfin bon, il y a plein de problèmes qui s'amusent. Mais surtout, moi je voulais parler de la question donc du papier qui était signé. Et en fait, il semblerait que Greta Thunberg n'ait pas signé ce papier et qu'elle ait été renvoyé. Donc il y a aussi un traitement différencié des militants qui y sont. Moi je pense qu'il y a aussi, en tout cas, moi j'étais assez inquiet sur le devenir de ces militants-là, parce que ils ont été menacés de mort plusieurs fois par des Israéliens, des membres du gouvernement israélien. Donc il y avait aussi un risque effectivement qu'au-delà de la raisonnement, il y ait aussi peut-être des menaces physiques qui soient mises en place. Donc voilà, c'est vrai que... Vous estimez que la France aurait dû être plus proche de ses ressortissants, puisqu'il y a des ressortissants français. Voilà, il y a eu une attitude timorée selon vous? Déjà, en fait, il faut aussi dire quelque chose. La flottille n'aurait jamais dû avoir besoin d'y aller. La France aurait déjà dû réagir avant, toute l'Europe en général. Bon après effectivement nous on a du poids que en France entre guillemets, donc on parle majoritairement de la France, mais ça aurait dû être déjà réglé entre guillemets depuis longtemps cette question-là. Donc là c'est un petit peu quand on voit les réactions de Macron, du ministre des Affaires étrangères Barrot sur ces questions-là, c'est largement insuffisant, et il fallait mettre la pression sur cette question-là, puisque les accusations de non-respect du droit international
commence à s'accumuler, on va dire, sur Israël, quoi. Là aussi, on a perdu de vue l'action diplomatique. On sait que Emmanuel Macron a amenuisé quand même beaucoup les réseaux diplomatiques. Il faut redonner ce côté diplomatique à la France, justement, pour s'exprimer dans un conflit tel que celui entre Israël et la Palestine. Bah bien sûr, il n'y a pas. La seule autre solution, ce serait de déclarer la guerre à Israël, ce qui n'est pas envisageable. Donc, une des seules autres possibilités, c'est la solution diplomatique. Après, à condition de ne pas faire un double jeu, on a appris aussi que les cégétistes de Fos-sur-Mer ont refusé de monter une cargaison d'armes sur un navire. Comment ça se fait que c'est toujours possible, on va dire, et qu'il n'y ait pas eu un embargo parce qu'on comprend que. On peut comprendre à la limite que l'Europe ne veuille pas rompre toutes les relations commerciales avec Israël, mais la moindre des choses, c'est quand même de rompre les relations commerciales qui concernent les armes, on va dire, quoi. Il faut continuer à parler avec le peuple israélien, et finalement, c'est le gouvernement israélien qui pose problème. En premier lieu, évidemment, c'est le gouvernement israélien, hein. C'est lui qui prend les décisions. On voit que son gouvernement tous les ministres sont de plus extrême droite l'un que l'autre. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus minimiser l'influence de la population israélienne, hein. Il y a au tout début, en tout cas, il y a eu un très fort soutien, quasiment unanime. Ce soutien s'est un peu étiolé, mais il continue à être assez important. Et lorsque Netanyahou a lancé la phase d'offensive accélérée, on va dire, physique dans la bande de Gaza, il y a eu les réservistes qui ont été appelés n'ont pas refusé de venir. Donc c'est aussi leur responsabilité propre de s'engager ou pas dans l'armée. Et il y a une partie des réservistes qui ont refusé d'y aller. Mais la proportion est autour de 1-2%, donc c'est trop faible. Et ça montre aussi que le peuple israélien soutient toujours la guerre génocidaire. Il y a des passerelles entre les étudiants ici en Bretagne ou plus largement en France et des étudiants qui étudiaient jusqu'à présent, des étudiants palestiniens. Vous arrivez à vous parler et peut-être des étudiants israéliens. Est-ce que vous arrivez aussi à vous parler ou il n'y a pas de dialogue possible? C'est assez compliqué parce qu'on n'a pas forcément de lien. Nous, par exemple, à l'université Rennes 2, on n'avait pas d'accord avec l'université palestinienne. L'université Rennes 2 a contacté l'université palestinienne pour savoir s'ils voulaient des supports de cours pour aider. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à Gaza, en tout cas, il n'y a plus d'université. Donc, ça réduit. Plus d'infrastructures. Puis la question, c'est est-ce qu'il y a toujours des étudiants aussi. Donc, ça réduit effectivement les possibilités de communication. Après, il y a des étudiants palestiniens qui sont présents en France, dans différentes universités. Donc, on peut communiquer avec ces étudiants-là, mais c'est plus du cas par cas qu'un réseau vraiment bien organisé. Je sais qu'il y a des écoles qui sont un peu plus engagées là-dessus. Par exemple, les réseaux Sciences Po sont très engagés sur la question. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de répression aussi dans ces écoles-là, hein. Il faut pas oublier d'en parler. Il y a des universités aussi qui ont des responsabilités plus importantes que d'autres. Par exemple, on sait que à l'université de Rennes, il y a des entreprises comme Thales, Safran qui financent des formations, des labos de recherche, et que ces entreprises-là aident aussi et financent la guerre en Israël. Donc voilà, c'est aussi de la responsabilité de ces universités-là de prendre position et de mettre les choses au clair avec ces entreprises-là. À Rennes 2, entre guillemets, on a la chance d'avoir très peu de liens avec ce genre d'entreprise. Donc voilà, il y a aussi moins de marge de manœuvre dans certaines universités que dans d'autres. Donc voilà, mais c'est aussi du rôle de chacun de faire une sorte de veille pour s'assurer que les universités respectent aussi bien des engagements qui sont en lien avec les valeurs de l'enseignement supérieur et la recherche, à savoir la solidarité, la tolérance, le soutien, etc., la science, toutes ces choses-là, quoi. Il nous reste une poignée de secondes. Qu'est-ce qui va se passer à Rennes 2 aujourd'hui? On a eu des élections. Alors, vous avez été récemment élu, hein. On va continuer à évoluer sur des questions primordiales pour l'université. Il y a des revendications. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a le CA du Crous, donc Bretagne. Je voulais en parler rapidement. Très rapidement, il nous reste une poignée de secondes. Pardon. C'est donc aujourd'hui au CA, le seul point du jour, à l'ordre du jour, c'est le budget, et notamment la question de la hausse des loyers qui a été votée, dont le CA a voté contre il y a un mois de ça. Donc en fait, pour nous, c'est une forme aussi de déni démocratique, puisqu'ils repassent en CA des choses qui ont déjà été refusées. Et en fait, on a aussi peur que si aujourd'hui c'est refusé, ça soit représenté au prochain, etc. C'est un peu, on va dire, dans la lignée du comportement macroniste de passer en force systématiquement dès qu'il y a un refus démocratique d'appliquer les mesures. Alors on va suivre le dossier, évidemment. Merci infiniment Romain Marek, vice-président étudiant et vie étudiante à l'université de Rennes 2 pour l'Union Pirate. Vous étiez avec nous en direct ce matin. Merci infiniment, très belle journée. Merci pour l'invitation.
Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.